Bonjour, bienvenue pour le dernier épisode de la 3e saison, pour un épisode exceptionnel où j'ai la chance et le grand plaisir d'accueillir et d'interviewer Guillaume Richard, le président fondateur du groupe WeCare. En février 2021, il s'installe dans son nouveau très beau siège près de la gare Sud au Mans. Aujourd'hui, il emploie 11 000 employés en équivalent temps plein sur toute la France pour 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. WeCare, c'est une dizaine de marques en franchise, dont O2, la marque historique. C'est également le premier réseau français certifié qualité en ménage, repassage, jardinage, garde d'enfants, accompagnement des personnes âgées ou handicapées. Guillaume va nous partager avec enthousiasme comment, en partant de rien, avec ténacité et pragmatisme, il chemine vers son ambition internationale. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc, cette invitation pour cette séance exceptionnelle de Secrets d'entrepreneur. Alors, raconte-nous déjà un petit peu peut-être ton enfance, ta période de scolarité, avant de devenir cet entrepreneur que tu es aujourd'hui. Alors là, on t'attaque direct sur quelque chose qui n'est pas le point qui est la plus grande fierté, c'est que quand j'étais adolescent, j'ai lu un roman de Paul Sulzer qui s'appelait Le Roi Vert, et ça m'a fasciné. Et je me suis dit, si on veut changer le monde, il faut être entrepreneur. Parce que ceux qui ont le plus d'impact, qui ont la plus de capacité à faire évoluer les choses, ce sont les entrepreneurs. Et à partir de ce moment-là, j'avais une dizaine d'années, et je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être un entrepreneur, j'ai envie de créer, j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie d'essayer de changer positivement le monde. Et je ne savais pas trop dans quel domaine. Et j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé sur différents projets d'entreprise, sur des projets d'entreprise dans le recyclage, qui étaient assez novateurs dans les années 90. J'ai travaillé sur des projets d'entreprise de formation sur la télé, parce qu'Internet n'était pas encore suffisamment développé. Et puis, je me suis arrêté sur les services à la personne. Pourquoi ? Parce que c'est là où on crée le plus de valeur. On crée le plus de valeur pour nos clients. On crée le plus de valeur pour nos salariés avec un impact emploi. Et donc, je me suis dit, c'est là où on a intérêt, où j'aurai le plus de sens. Ce n'est pas forcément là où on va gagner le plus d'argent, mais c'est là où on a le plus d'impact. Alors ça refait la perspective avec Le Roi Vert, parce qu'en fait, pour les téléspectateurs, téléspectatrices qui l'ont lu, c'est un parcours avec une vocation finale quand même plutôt écologique. Et plutôt rechercher à avoir un impact positif sur la vie des gens. Quel qu'il soit, effectivement. Ouais. Donc ça a été un petit peu l'étincelle. Oui. C'est ta vision d'enfant. Tu as des parents qui sont dans le métier de l'entrepreneuriat, Alors non, j'ai une maman qui a fait des études de médecine, mais qui n'a jamais exercé, qui a déjà exercé pendant 1 an et demi, et après qui s'est occupé de ses enfants, parce qu'on était 5 enfants, et un papa qui était cadre dans l'industrie du machinisme agricole. Et c'est dans ce contexte-là que tu as habité en Angleterre Et c'est dans ce contexte-là que j'ai habité en Angleterre, parce qu'il était sur une marque qui s'appelle New Holland et qui était basée en Angleterre. Donc là, voilà, tu as ce petit germe-là. Tu me disais que, en fait, très rapidement, tu t'es dit je veux faire école de commerce parce que c'est la voie royale pour être entrepreneur. Tu passes à l'EDEC, tu es sélectionné pour aller à l'EDEC. Tu bosses dur quand même. Et là, ça y est, on est en 96, tu commences ton premier emploi. Oui. À la Française des Jeux. Au contrôle de gestion de la Française des Jeux, contrôle de gestion sur les très grands projets. Et pourquoi je commence là-dedans ? Parce que, j'avais besoin d'argent. Donc, il me fallait un peu de capital pour lancer après mon entreprise. 2, j'avais besoin d'expérience. Et dans un métier plutôt finance, parce que c'est en fait ce qui est, à la fin, le nerf de la guerre. Vous avez besoin, l'argent c'est un moyen qui est absolument nécessaire. Donc si vous faites quelque chose qui est extraordinaire mais qui n'a pas de rentabilité, ça ne va pas durer longtemps. Et donc il faut maîtriser cet aspect de finance si vous voulez créer une entreprise qui fonctionne. Tu réponds déjà à la dernière question, mais on revient. Donc en fait, là avec cette lumière de « je veux changer le monde quelque part », déjà tu commences un emploi en te disant « je vais progresser sur la capacité à gérer de l'argent », à être contrôle financier et en même temps à capitaliser pour créer ma boîte. Et donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tu fais ça quelques années.
Je fais ça 3 ans et la 3e année, avec 2 associés, on décide de quitter nos jobs respectifs. On est à l'époque, fin des années 90, dans la folle période de l'Internet. Et donc, on se lance avec un projet Internet qu'on va baptiser @home, en utilisant le l'arrobase, qui était un des marqueurs de l'époque. Il fallait soit avoir un nom avec 2 O, soit un nom un peu qui faisait très nouvelle technologie. Et donc, on lance ce projet de plateforme Internet de services à domicile, parce qu'on se dit, voilà, le service à domicile, il y a une aspiration à une meilleure qualité de vie, et donc on va pouvoir faire quelque chose. Donc, on travaille sur ces services à domicile, @home. Et le business model qui était le modèle économique qui était le plus en vogue à l'époque, c'était ce qu'on appelait le click and mortar. L'alliance du click, le web, l'Internet, et de mortar, le mortier, le ciment, l'économie réelle. Et donc, on décide de s'associer avec une entreprise lilloise qui s'appelait Unipol, qui, elle, était dans l'économie réelle, avec une agence, avec des personnels, un centre d'appel, etc. Et donc, on décide de fusionner @home, entreprise Internet, avec Unipol, entreprise de l'économie réelle, et de prendre le nom O2, issu de la fusion des deux entités. Donc, il y avait 2 associés côté Unipol, on était 3 côté @home. Le temps qu'on se mette d'accord sur le nom du projet, donc O2, le business plan, le plan de développement, la répartition des parts, la répartition des rôles au sein de l'entreprise, on arrive en avril 2000 avec un projet parfaitement ficelé. Basé à Lille, hein. Basé à Lille à l'époque. Et donc, on arrive avec un projet parfaitement ficelé en avril 2000. Et là, je ne t'ai pas entendu rigoler, parce que peut-être que tu ne te rappelles pas que l'explosion de la bulle Internet, c'était juste fin mars. Et donc, autant tous les jours avant, il y avait 1, 2, 3, 5, 10 levées de fonds par jour, autant entre début avril et la fin de l'année, s'il y a eu 4 ou 5 levées de fonds, ça a été le bout du monde. Et je vais tout de suite tuer tout suspense. Nous n'avons pas fait partie de ces 4 ou 5 levées de fonds. Néanmoins, comme on avait un projet qui était joli, on a gagné un certain nombre de prix de création d'entreprise, et notamment le prix de la Fondation Vivendi, qui nous a permis de lancer un premier pilote. Comme on n'avait pas assez d'argent, il y a 2 associés qui ont définitivement quitté l'aventure. Et on a été 2 à devoir reprendre un emploi salarié. Donc moi, pendant 3 ans, de mars 2001 à fin juin 2004, dans la journée, j'étais adjoint au directeur du réseau chez Relais H, donc les enseignes relais dans les gares, les aéroports, les hôpitaux. Et le soir, le week-end et pendant les vacances, je m'occupais de ma boîte, et je m'en occupais d'autant plus que l'associé que j'avais laissé aux commandes de l'entreprise, David, était particulièrement malade. Voilà, a appris, je le laisse en fin mars, et fin avril, il apprend qu'il est atteint d'un cancer des os. Alors je peux le dire aujourd'hui parce que ça fait plus de 20 ans, et qu'aujourd'hui il va parfaitement bien, la rémission est totale. Mais pendant plus de 2 ans, il s'est soigné, et moi, le soir, le week-end, pendant les vacances, je m'occupais de l'entreprise parce qu'il fallait bien... Tu n'étais plus à mi-temps, là. Tu n'étais pas à 12 heures par jour, là. Non, pas franchement. Et donc, tu as survécu quand même à cette période d'adversité forte, toujours avec ce rêve de changer le monde, quelque part. Et là, tu arrives sur Paris, sauf erreur de ma part. J'étais à Paris. J'étais à Paris à l'époque, parce qu'effectivement, l'EDEC, on a oublié de le préciser, était à Lille. Mais moi, j'étais à Paris à la Française des Jeux. Après, quand j'ai repris un emploi sur Relais H, j'étais aussi à Paris. Et en 2004, donc pendant cette période 2001-2004, on a fait évoluer le business model, le modèle économique. Au départ, O2 proposait 80 services dans une ville, et on s'est dit que c'était incroyablement plus pertinent de proposer un service, mais dans 80 villes. Le deuxième changement stratégique majeur, c'est qu'au départ, ce n'était pas nous qui réalisions les services. Normal, hein, quand on fait 80 services, on a des sous-traitants qui les réalisaient pour nous. Là, on est devenu nous-mêmes opérateurs de services. Et donc, on a concentré nos efforts sur le ménage-repassage et la garde d'enfants. Concentration de nos efforts. Et puis, on a commencé à dupliquer. On a commencé à dupliquer en allant d'abord chercher de l'argent auprès de ce qu'on appelle le love money. Alors, love money, c'est l'argent de l'amour. Oui, faut le recontextualiser. Rassure-toi, hein, je n'ai pas vendu mon corps. L'argent de l'amour, c'est les amis et la famille qui ont mis de l'argent. En l'occurrence, plus d'une trentaine de personnes qui ont mis en totalité 140 000 euros. Et avec ce 140 000 euros, j'ai pu aller voir des banquiers, dont le Crédit Agricole, avec Jean-François Rinfray, qui à l'époque m'a fait confiance. Je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, on fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et on le dit pas. Notre ambition, à 30 ans, c'est de devenir numéro 1 mondial. À 10 ans, c'est d'être numéro 1 en France. À 20 ans, numéro 1 en Europe.
Aujourd'hui, on fait 250 000 euros de chiffre d'affaires et le numéro mondial fait 3,5 milliards. Mais on pense qu'on va aller le déloger et on a besoin d'une banque. Et donc, ils nous ont suivis, ils nous ont prêté 220 000 euros et avec ces 365 000 euros, on a pu ouvrir 20 agences la première année. Puis après, on a été faire une deuxième levée de fonds, cette fois auprès d'un fonds d'investissement. Et ça nous a permis d'ouvrir 63 agences supplémentaires en 2007. Et là, on était lancé. Parti. La pompe était amorcée. Donc en fait, Love Money, c'est le Ulule actuel, on va dire. Avec une grosse différence, c'est que là, effectivement, il y a un lien de famille ou d'amis. Famille, c'est pour ça que c'est le Love. Ils t'ont fait confiance. Tout à fait. Ils vous ont fait confiance. Et donc là, comment de ce projet tu arrives au Mans? Parce qu'à l'époque, j'étais à Paris. Et Paris, ça coûte cher. Et Le Mans, je rencontre sur le salon des entrepreneurs à Paris Jean-Michel Blaquière et Carrefour Entreprises Sarthe, qui aujourd'hui s'appelle Initiative Sarthe. Donc je les rencontre sur le salon des entrepreneurs et ils réussissent à me convaincre que Le Mans est the place to be et l'endroit pour entreprendre. Parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'à Paris. Et qu'il y a un tissu économique et que je serais bien accueilli, etc. Effectivement, j'ai été super bien accueilli. Aujourd'hui, je suis très fier de dire que je suis Sartois d'adoption et que j'étais super bien accueilli par les Sartois. Vraiment, moi, je suis très fier d'être ici et de faire la promotion de la ville et de la région parce que je suis extrêmement heureux dans cette région. C'est effectivement aussi incroyablement moins cher. Le prix du mètre carré au Mans, c'est environ 100 euros le mètre carré. À Paris, c'est 400 à 500 euros le mètre carré. Et nous, on a à peu près 10 000 mètres carrés de bureaux. Je laisse faire le calcul, ça fait 2 à 3 millions d'euros d'économies par an. Rien que sur les loyers. Rien que sur les loyers. Sans compter les salaires. Sans compter les salaires. Les salaires au Mans, ils sont 10 à 15% inférieurs qu'à Paris, avec un pouvoir d'achat qui est 10 à 15% supérieur. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que le prix de l'immobilier n'a juste rien à voir. Pour 450 euros au Mans, vous avez un T2, voire un T3, quand à Paris, vous avez les toilettes sur le palier, sans même forcément avoir le studio qui va avec. Et pas l'ascenseur. Tu ne vas pas convaincre, je pense, les Manceaux qui savent ce que c'est que la qualité de vie mancelle. C'est ça. Et donc, quand tu as une masse salariale globale qui est à peu près de 30 millions d'euros, un peu plus de 30 millions d'euros, 10 à 15%, là aussi, ça fait 3 à 4 millions d'euros d'économie. Et donc, le fait d'être au Mans est un vrai atout pour une entreprise qui opère dans un marché dans lequel les marges ne sont pas extraordinaires, parce qu'on est dans du service à la personne, que notre principal concurrent, c'est le travail au noir. Et donc, on n'a pas les moyens d'avoir, on n'est pas l'industrie du luxe, on n'est pas la pharmacie, on n'est pas tous ces secteurs qui peuvent avoir des marges importantes. Nous, on a des marges qui sont très faibles. Et le fait d'être basé au Mans est un vrai atout pour une entreprise comme la nôtre. Alors, sachant qu'effectivement, votre principal concurrent, effectivement, c'est le travail au noir. Et en plus, vous êtes aussi quand même pas mal financé par des aides d'État. Pas votre service directement. On n'est pas financé, nous. Vos clients, autant pour moi. Donc, vous êtes quand même assez tributaire aussi de cette fluctuation, si ça change depuis le temps que vous êtes installé. Potentiellement, mais il y a eu des gouvernements de droite, des gouvernements de gauche, ça a été mis en place par la gauche. L'avantage, 50% de crédits d'impôt qui concernent 100% des Français, que vous soyez imposable ou non imposable, c'est bien l'intérêt d'ailleurs du crédit d'impôt, c'est que ça n'a pas d'impact. Si vous n'êtes même pas imposable, de toute façon, vous avez 50% qui est pris en charge par l'État. Et pourquoi l'État s'y retrouve ? Parce que ça permet de faire passer une activité non déclarée vers une activité déclarée. Et c'est un enjeu politique. C'est non seulement un enjeu politique, c'est un enjeu de qualité de vie pour les Français, c'est un enjeu social important parce que ça permet l'intégration et puis d'avoir un emploi déclaré, donc avec tous les droits qui sont associés. Et donc, au final, compte tenu du niveau de charge et du niveau de TVA qu'on paye, les 50% que l'État verse d'un côté en crédit d'impôt, sont retrouvés en prélèvement. Absolument. Merci. Alors, aujourd'hui, quels seraient, toi, tes challenges et ceux de WeCare ? Alors, nos principaux challenges, c'est de continuer à grandir pas pour gagner plus d'argent, pour pouvoir avoir une capacité d'avoir plus d'impact. Pour pouvoir encore ce rêve que j'ai toujours eu, qui était... je suis un grand mégalo, donc je me soigne en créant une entreprise, en la développant. Et l'objectif, c'est vraiment de changer positivement le monde. Et on le change en fait à la fois au niveau social, sociétal et environnemental. Social, parce qu'on crée énormément d'emplois, qu'on crée des emplois en CDI, que derrière,
on a énormément de très belles histoires de personnes qui ont commencé comme intervenants, qui ont évolué vers l'encadrement, qui maintenant cadre sup. Peuvent être cadre sup. Et je t'ai montré certaines histoires. On a plein de super belles histoires. Et ça, c'est un élément de fierté qui est énorme. Parce que là, tu changes la vie de personnes qui ont commencé et qui pensaient qu'elles resteraient toute leur vie femmes de ménage, auxiliaires de vie, garde d'enfants, et puis qui ont évolué, qui sont devenus cadres et qui managent aujourd'hui les propositions de carrière et l'évolution. Absolument. Et donc là, on a un impact social extrêmement fort. On a un impact sociétal à travers les services qu'on rend, mais aussi la façon dont on rend les services. Par exemple, quand on contribue à l'éveil et au développement des enfants, en mettant en place une méthode avec des activités. Par exemple, quand je fais de la cuisine avec les enfants. Pourquoi est-ce qu'on fait de la cuisine avec les enfants? Parce qu'exactement comme le bricolage, la cuisine, ça aide à développer la motricité fine. Mais en plus, la cuisine, tu vas jouer avec la nutrition. Tu vas suivre une recette. Donc avec le français, un mode d'emploi, où tu vas suivre les choses, des mesures. Donc tu vas appréhender les mesures. La recette est peut-être faite pour 4 et toi vous êtes 6 ou 5. Donc tu vas le changer. Donc tu vas faire des calculs, tu vas faire des proportions, tu vas mélanger, tu vas aussi cuire. Et puis, il y a une dimension pédopsychologique. L'enfant, normalement, est enfant nourri et le parent est parent nourricier. Quand l'enfant va faire de la cuisine pour l'ensemble, il devient lui-même nourricier. Donc ça l'aide à grandir. Et cette dimension, elle est aussi intéressante. Et donc, voilà, bref. Je pourrais t'en parler des heures et des heures et des heures, parce que je suis un passionné de tout ça, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on peut changer les choses et apporter quelque chose de meilleur. Et c'est toujours l'enjeu en fait, d'un chef d'entreprise, c'est d'essayer ma vision, comment est-ce que je peux essayer de changer positivement, parce que je pense que je fais les meilleures pizzas, et ben, je vais être pizzaiolo parce que je veux partager mon goût pour cette pizza. Je pense que je suis capable de créer de l'emploi, d'apporter un plus à mes concitoyens, d'apporter une meilleure qualité de vie, et ben, je vais opérer dans les services à la personne. Je pense que je suis capable, j'ai une super recette de rillettes et je veux la partager au monde parce que ma rillette, elle est vraiment super bonne. Ça peut être comment, de toute façon. Etc. Tu parlais de l'environnemental aussi, parce que donc là, je fais une petite aparté, 11 000 à peu près salariés équivalents temps plein, 18 000 employés. Un peu plus de 20 000, ouais. Presque 20 000, je n'ai pas actualisé, il ne faut pas te laisser trop longtemps. Donc, une volonté effectivement d'aller de plus en plus vers du temps plein pour plein de raisons. Tu peux rapidement le partager? Alors, il y a des raisons économiques. Les raisons économiques, c'est qu'un salarié à temps plein, ça coûte exactement la même chose qu'un salarié à temps partiel. Alors ça peut choquer, ça, en termes de coût fixe. En termes de coût fixe, c'est-à-dire que le coût de recrutement, le coût de production d'un bulletin de paye, ça coûte entre 15 et 20 euros par mois pour le produire. Le coût de la mutuelle, il est fixe. Le coût des équipements sont les mêmes. Le coût de la formation, que votre salarié il bosse un peu, etc. Et au total, le coût d'un salarié, c'est à peu près 800 euros par an. Et donc, si votre salarié... Qui produisent à quart-temps ou à temps plein. Absolument. Donc, s'il produit à temps plein 1600 heures, 800 euros, ça coûte 50 centimes de l'heure. S'il est à mi-temps, 800 heures, 800 euros, 1 euro de l'heure. S'il est une dizaine d'heures par semaine, ça va faire un quart-temps. Et il va faire 400 heures, ça coûte 2 euros de l'heure. Et vous voyez l'impact. En termes de rentabilité, évidemment. C'est énorme. Donc, intérêt économique, mais aussi intérêt pour le salarié. Parce que plus vous avez... alors, sachant qu'on a beaucoup de nos salariés qui cherchent à travailler à temps partiel et qui n'ont pas un temps plein parce que soit ils ont déjà un autre emploi, soit ils ont des contraintes familiales ou des choix personnels qui font qu'ils ne veulent pas travailler à temps plein. Mais nous, l'intérêt, c'est ce temps plein parce que ça va aussi, donc, un intérêt économique très clair. Et qu'est-ce qu'on fait pour inciter nos salariés à faire du temps plein? On favorise le multimétier notamment, polyvalence, la multicompétence, ce qui permet aussi d'avoir un impact écologique parce que tu le disais, c'était ton lien avec l'écologie. Supposons que j'ai 3 prestations, ménage, garde d'enfants, accompagnement de personnes âgées, chacune dans 3 villages différents. J'ai ces 3 prestations dans 3 villages différents. Si j'ai des salariés qui sont spécialisés en un seul métier, chaque salarié, mes 3 salariés vont se faire les 3 villages. Si j'ai 3 salariés qui sont capables chacun de faire les 3 métiers, chaque salarié ne va aller que dans un seul et unique village. Et donc, on va diviser par 3 les kilomètres effectués. Donc, et voilà la fatigue du salarié. On divise la fatigue parce qu'il n'y a pas les fatigues de transport. Et ça aussi, c'est un point qui est super important. C'est la qualité de vie au travail, qui est quelque chose qu'on essaye vraiment d'apporter, de travailler. Et qui est symbolisé dans vos locaux aussi, quelque part. Ah oui, qui est pour le coup, alors, et pour les salariés qui sont au siège, on a essayé d'avoir un outil de travail, un lieu de travail qui soit extrêmement convivial, extrêmement ouvert sur l'extérieur, extrêmement lumineux,
pour donner les meilleures conditions possibles de travail à nos collaborateurs. Alors, comment, à travers donc, ces colossal projet, parce que là, on peut qu'effleurer le sujet, hein. C'est pas encore en cours, entre guillemets, mais avec une volonté de croissance externe assez conséquente qui pourrait se finaliser cette année. On ne va pas rentrer dans le secret. Donc, une capacité de développement colossale. Comment tu arrives à trouver ton équilibre personnel, familial, loisir, passion? Alors, j'ai bien compris que l'entreprise elle-même était ta passion, mais comment tu te trouves, comment tu arrives à te débrouiller avec ça? Alors, je me suis développé ce que j'ai appelé la théorie des contraintes positives. C'est-à-dire que dans mon agenda, je me mets des plages réservées à mon conjoint, des plages réservées à mes enfants, des plages réservées à mes amis, des plages réservées pour moi pour faire du sport, et que j'essaye à 90% de respecter, que je respecte à 90%, parce que parfois il y a vraiment la contrainte des impératifs professionnels qui font que si tu as un déplacement, tu ne peux pas... Voilà. Et donc ça, c'est planifié par défaut. C'est dans l'agenda. Et tu le respectes, tu t'engages à le faire. Et c'est respecté, et je n'hésite pas à l'afficher, et la plupart de mes partenaires sont au courant. J'ai des mandats électifs au niveau national. Ils le savent que, par exemple, le jeudi midi... C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Parce que j'ai des temps qui sont dédiés. Et c'est ce que j'ai appelé les contraintes positives, qui est un oxymore, donc deux termes qui, a priori, tout opposent. Bah oui, parce que c'est une contrainte, parce que c'est bloqué dans l'agenda, mais c'est positif parce que ça me permet d'avoir mon équilibre. Malheureusement, le temps est venu bientôt à interrompre cette interview. Avant de nous quitter, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux entrepreneurs en herbe? Alors pas forcément jeunes, hein, mais entrepreneurs en herbe. Qu'est-ce que quel tuyau tu pourrais leur donner? Le conseil numéro 1, à mon sens, c'est de savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait. Parce que, obligatoirement, il y aura des moments de doute, obligatoirement, il y aura des échecs. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut faire. Si on veut être roi de son village, roi de sa ville, roi de son département, roi de sa région, roi du pays ou roi du monde. Et derrière, on ne fait pas les mêmes choix. Et ça peut paraître assez surprenant, mais vraiment, et vous pouvez retrouver les interviews de 2005. Dès 2005, l'objectif qui a été donné, affiché, partagé avec l'ensemble des équipes, c'était, on s'est dit, en 2035, on se donne 30 ans pour être numéro 1 mondial. On se donne 20 ans pour être numéro 1 européen, on se donne 10 ans pour être numéro 1 français. Et à partir du moment où vous avez une ligne comme ça qui est tracée, une vision, eh ben, ça vous oblige. Ça vous oblige à aller chercher les meilleurs. Ça vous oblige à réfléchir sur le long terme. Parce que votre vision, elle est à 30 ans. Elle n'est pas à 2-3 ans. Elle est à 30 ans. Ce n'est pas de l'opérationnel. C'est une vision. C'est une vision. Et derrière, ça vous oblige aussi à faire évoluer les personnes, les compétences. Parce qu'au départ, vous êtes seul. Puis après, vous êtes 2, vous apprenez à partager. Puis après, vous êtes 10, vous apprenez à diviser, à déléguer. Vous êtes 100, vous apprenez à organiser. Vous êtes 1000. Votre job, il a fondamentalement changé. Et ce n'est pas parce que vous étiez bon tout seul quand vous étiez l'homme orchestre que vous serez bon quand vous devrez être un chef d'orchestre. Donc ça fait partie des challenges aussi devenir nombreux. le bon chef d'orchestre. Merci infiniment Guillaume d'avoir partagé tous tes secrets. Alors peut-être pas tous, mais une bonne partie. Et puis longue vie à WeCare. Merci beaucoup.